Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Feedback. En plus, on va parler d'un sujet. Ça fait un moment que je voulais quelqu'un sur ce sujet-là et quand t'es arrivée, ça ne pouvait être que toi. Donc déjà, avant de parler d'agilité, parce que c'est un concept, je pense, qui est important pour les managers qui nous écoutent, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours brièvement? Voilà, quel est ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi? On va parler d'agilité ensemble. Pourquoi je considère que tu es l'une des bonnes personnes pour en parler. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu après. Alors, bonjour Elodie, merci déjà de m'accueillir. Alors moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille maintenant. J'ai un diplôme d'ingénieur télécom, j'ai jamais fait de télécom de ma vie. C'est le paradoxe. Par contre, dans les télécoms, j'ai découvert l'informatique en fait. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à travailler chez un éditeur de logiciels. J'y ai passé 9 ans en fait chez cet éditeur-là. Et comme c'était une start-up, j'ai eu la grande chance de pouvoir tester plein de choses. J'ai fait du développement informatique. Comme mon patron me trouvait bavarde, il m'a mis au support des utilisateurs. Je sais, ça te fait rire. Donc c'est pas nouveau. J'ai même testé un peu de marketing, de commerce, et au final à un moment donné j'ai basculé sur la partie formation parce que la personne qui faisait la formation chez nous à nos utilisateurs a quitté la société pour aller chez un de nos clients d'ailleurs, et c'est moi qui ai repris derrière. Donc après j'étais beaucoup sur la partie formation et avant-vente. Au bout de 9 ans, j'avais fait pas mal de choses et puis la boîte était en train de grossir et puis moi j'avais envie de voir autre chose également, donc je suis partie vers d'autres aventures qui m'ont amené au final à faire de la gestion de projet informatique toujours. Et à un moment donné, sur un changement de poste, je suis partie dans une société pour être chef de produit. Et dans cette société, au final, ils avaient envie de basculer vers de l'agilité. Donc, c'était vraiment une décision du management tout en haut, la direction. On était à peu près 150, on était une quarantaine à l'informatique. En fait, on a tous été formés à l'agilité. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu quitter l'agilité, moi. Donc j'ai été, donc il y a un vocabulaire un peu barbare des fois dans l'agilité. Ah oui. Donc je suis passée de chef de produit à product owner. Et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment déjà j'ai passé 3 ans dans cette entreprise avec mon équipe de développement. J'étais vraiment dans l'équipe avec eux au quotidien, dans le même open space. On a eu des super projets, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je suis passée par plusieurs entreprises derrière, toujours avec cette casquette product owner, jusqu'à ce que j'arrive finalement dans une société où j'ai pris plus la casquette de coach agile. Alors c'est pas du coach professionnel, un coach agile, c'est vraiment du coach orienté sur l'agilité justement. Donc on bosse beaucoup avec des entreprises dans l'informatique, mais pas que. Et depuis, j'ai pas cessé au final. Donc aujourd'hui, je suis dans une petite entreprise qui s'appelle Cocan. On est 8. J'y suis depuis 2 ans depuis septembre, et donc moi je suis en mission chez les clients, donc toujours avec un lien avec l'informatique, mais pas que des éditeurs de logiciels ou qui font que du logiciel, parce qu'aujourd'hui typiquement moi j'ai des gens qui sont sur du réseau, des choses comme ça. J'ai un collègue qui bosse pour des entreprises qui font aussi du matériel en lien avec l'informatique, donc c'est assez varié en fait en termes de coaching. Il y a de plus en plus d'entreprises de toute façon qui vont vers l'agilité. Ok. Et effectivement, tu as eu un parcours assez riche. Donc, pour celles qui nous écoutent, tu as commencé à dire voilà les termes de product owner, coach agile, etc. C'est quoi exactement l'agilité, si tu pouvais le dire de façon simple, vulgariser un peu ce terme-là? Et pourquoi d'ailleurs c'est une méthode alors je sais pas si elle a été créée à la base dans le monde informatique, mais en tout cas qui est très diffusée aujourd'hui dans ce milieu-là et qui appartient au milieu informatique et qui maintenant est diffusée ailleurs. Comment est-ce que tu définirais l'agilité? Ça consiste en quoi? Alors, c'est pas une question facile. Ouais, je sais. Je crois que je connais pas 2 personnes qui définissent l'agilité de la même manière. Mais c'est pas grave. J'aime bien les défis.
Le raccourci le plus simple et qui en dit long effectivement sur ce qu'est l'agilité, ce que ça n'est pas au final, c'est que c'est d'abord un état d'esprit. Donc c'est quelque chose qui pose un peu les bases de alors en l'occurrence effectivement voilà, quand on est vraiment dans le milieu, on ne parle pas de méthode agile. C'est pas une méthode, justement, parce que il y a des cadres de travail qui te sont fournis et qui te permettent d'appliquer quelque part ce fameux état d'esprit. On va dire que communément, on parle de méthodes agiles parce que il y a effectivement c'est passé dans le langage courant, mais c'est pas un truc hyper cadré qui va t'aider. Alors, pourquoi ça en dit long? Parce qu'en fait, sur l'agilité, moi, je ne connais aucune formation miracle qui va te permettre justement de changer d'état d'esprit. Donc, c'est toute la difficulté finalement quand on va parler d'agilité dans les entreprises. Mais effectivement, aujourd'hui, si on regarde un peu de comment ça se passe, tout le monde veut être agile. Et tout le monde se dit agile. C'est vrai. C'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est vrai, mais dans les faits, non, c'est pas vrai. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris ce terme-là en disant notre entreprise est agile. Oui, c'est dans les pubs maintenant, c'est dans les discours présidentiels aussi, il y a l'agilité qui apparaît de plus en plus. Ce qui est intéressant avec ce mot-là, souvent, nous, quand on arrive, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire au final? C'est quoi votre objectif derrière? Quand vous parlez d'agilité, c'est quoi votre objectif, quoi? Donc effectivement, alors je te donne d'abord une définition, après j'explique un peu l'histoire. Vas-y. L'agilité, au final, c'est surtout la capacité de s'adapter dans un monde qui est devenu complexe, qui est changeant et qui est de moins en moins prédictible. C'est là où l'agilité, elle a vraiment un intérêt. Il y a des domaines aujourd'hui où on n'a pas besoin d'être agile, on peut continuer à fonctionner comme avant. Après, il y a des petits trucs un peu sympas dans l'agilité, mais c'est vraiment, ça a été créé dans cette notion de complexité en fait. Moi, il y a deux autres concepts que j'aime bien associer à l'agilité, c'est le fait d'être orienté satisfaction client et création de valeur. Ça, c'est déjà, c'est des choses. Ça veut dire que quelque part, ça peut toucher plein de domaines. C'est l'avantage en fait. Donc l'histoire de l'agilité, elle est ancienne parce qu'elle prend ses sources dans des choses qui viennent du lean manufacturing, donc de la manière de travailler de Toyota avec le Toyota Production System. Mais Toyota a lui-même des racines qui sont encore plus vieilles, etc. Donc c'est vraiment des cheminements qui se sont faits. Dans l'informatique, c'est un cheminement aussi dans des nouvelles manières de travailler en fait de plein de personnes. Et à un moment donné, en 2001, alors il y avait déjà des choses qui étaient sorties avant, mais en 2001, il y a un fait un peu marquant dans l'informatique, c'est qu'il y a des 17 développeurs informatiques aux États-Unis qui se regroupent et qui veulent mettre sur papier quelque part ce qu'ils ont découvert à travers leurs différentes manières de travailler. Et c'est comme ça que naît quelque chose qu'on appelle le manifeste agile pour le développement de logiciels informatiques. Et le manifeste agile, hyper facile à trouver sur Internet. Vous cherchez Agile Manifesto, parce que vous êtes sûr de tomber sur la vraie source. Et en fait, c'est simple, en tout, il y a 12, il y a une vingtaine de phrases à lire, en fait. Et c'est ça qui nous donne le fameux état d'esprit. C'est que ces phrases-là, elles ne nous expliquent absolument pas comment il faut mettre en œuvre l'agilité, mais elle explique un certain nombre de situations finalement qui font que l'agilité ça va fonctionner pour eux. Un exemple, on nous dit qu'il faut privilégier les individus et les interactions plus que les process et les outils. Et comment je fais ça? Et en fait, il y a plein de phrases comme ça. On va nous dire privilégier, livrer régulièrement et fréquemment de la valeur à vos utilisateurs. Après, ils expliquent à chaque fois quel est l'intérêt de ce truc-là, hein, mais c'est vraiment d'aller se dire, voilà, il y a un état d'esprit qui est posé, et à partir de là, en fait, effectivement, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, il y a des déclinaisons qui ont eu lieu. Hein. Il y a un manifeste agile qui existe pour le marketing. Il y a plusieurs déclinaisons qui ont été faites par la suite, où souvent c'est le vocabulaire a été un tout petit peu changé parce que effectivement, dans le manifeste agile en termes d'informatique, ça parle de logiciels. Mais souvent, si vous remplacez le mot logiciel par service, c'est les mêmes, ça marche bien aussi, en fait. Ouais, parce que c'est resté suffisamment large, en fait. Et par contre, ce qu'on a, nous, dans l'informatique, qu'il n'y a peut-être pas dans les autres domaines, c'est qu'effectivement, comme c'est un sujet qui existe depuis avant les années 2000, il y a ce qu'on appelle, quand vous dites framework aux gens, ils vont savoir dans l'informatique de quoi on parle, mais c'est vraiment un cadre de travail qui est un peu plus pointu. Et le plus connu,
c'est Scrum. Ouais, c'est Scrum. C'est pour ça que je parlais de Product Owner tout à l'heure, parce que le Product Owner, c'est un rôle qui est défini dans le cadre de travail Scrum. Il y a des choses qui sont passées dans les usages quasiment, quoi. Typiquement, ça va être un daily. Le fait d'avoir un daily, c'est cette petite réunion qu'on a tous les matins pour se synchroniser. Ça vient de Scrum aussi. Alors, ça vient d'autres choses, hein, mais dans Scrum, c'est vraiment un événement qui est décrit, qui doit durer 15 minutes, qui doit avoir lieu au même endroit et à la même heure pour limiter la complexité, et dont le but est de synchroniser l'équipe par rapport à l'objectif qu'elle a. Et pour vraiment valider tous les jours si l'objectif qu'on s'est fixé pour les X semaines à venir, souvent 2-3 semaines, on est en train de correctement l'atteindre, et sinon, on rebosse notre plan. Et ça, c'est le daily selon Scrum est décrit comme ça. C'est pour ça qu'on parle souvent de méthode agile, parce qu'en fait, je pense quand on utilise du moins ce terme-là, ça renvoie à cette méthode un peu qui est liée dans les milieux informatiques. Exactement. Tu vas me dire si jamais je me trompe pas, mais pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans ce milieu-là, en fait, c'est vrai que les teams dans beaucoup de logiciels de développeurs informatiques, dès qu'il va y avoir un aspect de logiciel à fournir, à créer, tout ça, ça va fonctionner généralement sur le même système. On va avoir des équipes avec des rôles bien définis, comme tu as dit, il y a le Product Owner, le Scrum Master, qui est en fait le maître de cérémonie presque, qui s'assure un peu que tout rentre bien dans cette fameuse méthode agile, entre guillemets, même si elle n'existe pas vraiment, mais les règles sont très définies. Et effectivement, on va fonctionner sous forme de sprint, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet qui va nous prendre X semaines, ça va être un sprint, et donc toutes les étapes pour livrer le logiciel ou la correction, peu importe, va être ce sprint, et toutes les équipes vont être focus sur la livraison au client. Et donc il y a plein d'étapes qui vont se définir, des rôles aussi qui vont se répartir. Et en fait, ce sont ces réunions, donc les daily, qui ont lieu tous les jours, généralement le matin, comme tu dis, qui ont un format très précis, généralement 15 minutes, 5 minutes, debout, assise, en visio, peu importe, où un état des lieux est fait pour s'assurer que le sprint sera tenu. Et en fait, il y a tout un ensemble c'est presque comme une cérémonie qui se répète de façon incessante, avec des rituels très présents, notamment dans le milieu informatique. Et je pense que quand on parle de méthode agile, c'est un petit peu tout ça qu'on met dedans. Ouais. Tout cet ensemble de rituels qui permettent en fait de canaliser l'équipe et de manager l'équipe. Et c'est là où en fait on est très influencé par Scrum, parce que il y a ce côté très visuel de ce qu'on a découvert au final, hein. C'est exactement ce que tu dis, hein, ce côté on se voit tous les jours, on a des sprints courts. Alors sprint, on peut dire itération si on veut utiliser un mot français pour que ça soit peut-être compris, même si sprint c'est vraiment le mot consacré dans Scrum, hein. Mais à chaque fois Scrum a été défini pour répondre au principe du manifeste agile au final. Pourquoi on fait des itérations de 3 semaines par exemple? C'est parce que dans le manifeste agile, on nous dit notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Et au lieu, dans les projets informatiques, pendant très longtemps, ça a été des très longues périodes de développement. Et on livrait des gros machins d'un seul coup et on avait plein de nouveautés. Ok. Mais sauf que le monde aujourd'hui, il a changé, il est complexe, c'est ce qu'on disait. Il faut sortir des nouveautés fréquemment, on est dans une société de consommation, le monde va très vite, votre concurrence, il sort un nouveau truc, vous imaginez bien que quand un concurrent d'Amazon, même s'ils ont pas beaucoup de concurrence, mais quand un concurrent sort une nouvelle fonctionnalité, il faut qu'ils réagissent très vite, et ils vont pas attendre 6 mois pour livrer quelque chose. Donc c'est ce système d'itération, il est là aussi, parce qu'on est sur un marché plus concurrentiel. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a aussi les évolutions technologiques qui ont fait qu'on est capable de livrer beaucoup plus vite. On est sur des technos informatiques aujourd'hui qui sont beaucoup plus légères que ce qu'on avait dans les années 70-80. Avant, quand il fallait compiler un nouveau projet et que ça prenait plusieurs jours, vous livriez pas toutes les 3 semaines, c'était pas possible. Aujourd'hui, des gens comme Google, Amazon, etc. sont capables de faire des livraisons, même de micro-fonctionnalités, plusieurs fois par jour, en fait. Et nous, dans notre quotidien, on s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, il y a des équipes et des grosses équipes qui travaillent derrière, avec notamment cette méthode qui a fait ses preuves. Pour rendre les choses peut-être encore plus concrètes pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu vois 2-3 principes de l'agilité qu'une manager pourrait appliquer dans son quotidien?
qui, toi, te semble central, que n'importe qui devrait utiliser, adopter. Alors, même si toi, je pense que tu as envie que tout le monde adopte l'agilité dans son ensemble. Non, même pas, tu sais, je reste persuadée que on n'est pas tous obligés dans notre vie professionnelle, on n'a pas forcément tous besoin. Mais par contre, il y a des principes, des fois, c'est un peu sympa. Effectivement. Alors, vas-y, si tu pouvais nous en sélectionner deux, trois principes et comment les appliquer dans son quotidien de manager dans une entreprise qui est peut-être pas forcément liée à l'informatique. Alors, en fait, donc déjà, il y a un truc assez drôle, c'est faire le lien entre manager et agilité. Parce qu'en fait, dans l'agilité, il y a une espèce de mythe à un moment donné qui est apparu comme quoi, grâce à l'agilité, on n'avait plus besoin de manager. Ok, ça, je savais pas. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que dans beaucoup de définitions, ce qui est expliqué, c'est que on essaye de rendre les équipes le plus autonomes possible. D'accord? Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, et puis dans la définition des fameux cadres de travail comme Scrum, le manager n'apparaît pas. Donc, comme il n'apparaît pas, il y a plein de gens qui ont dit, on n'en a pas besoin. Et comme on nous dit d'être autonome, on n'a plus besoin de manager. C'est évidemment des raccourcis qui ont fait un petit peu de mal d'ailleurs. Et effectivement, certains managers, des fois, ont eu un peu de difficulté à trouver leur place dans ce système-là. En fait, ils ont un grand rôle à jouer. Ça va être un rôle plus dans l'apprentissage aussi par rapport à des équipes, les faire monter en compétences. Ça va être essayer de... J'ai plein de mots en anglais qui me viennent, donc c'est dès qu'il y a des blocages aussi, comment ils peuvent les aider pour qu'ils ne soient pas bloqués. Parce que quand on est sur des itérations courtes de 3 semaines, il faut pas qu'on ait d'anicroche pendant nos 3 semaines. Sinon, on est ralenti, on ne tient plus notre objectif, on ne tient plus notre engagement. Après, dans le quotidien, il y a un de mes principes préférés dans le manifeste agile, c'est le fameux les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Ça veut dire quoi? Alors, dans le manifeste, on nous dit bien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de processus et d'outils. On en a toujours besoin. Par contre, à un moment donné, est-ce qu'on est obligé d'aller créer un nouveau processus? Est-ce que peut-être qu'un point tous les matins pendant 15 minutes, par exemple, peut être utile pour se synchroniser tous ensemble? Par contre, effectivement, si on veut le faire dans l'état d'esprit agile, ce point matinal de 15 minutes, c'est pas du reporting en fait qu'on vous demande, c'est vraiment on a un objectif commun, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin et sinon comment on s'entraide les uns les autres pour atteindre cet objectif. Si on le fait en mode reporting, ça va pas fonctionner en fait. Ouais. Il y a le deuxième principe qu'on nous dit, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Il y a énormément, c'est extrêmement rassurant d'avoir des plans, de se dire voilà dans 3 semaines on livre ça, puis on livre ça, etc. Sauf que vous avez, le changement en fait il est permanent quoi. Ça peut être quelqu'un qui, on va rentrer dans l'hiver, donc vous allez avoir quelqu'un qui va être là et qui va avoir la grippe quoi. Et comment vous vous adaptez à ça? Ce matin, mon compagnon, tout simplement, il a sa journée prévue, il arrive au travail, son assistante, elle a été malade toute cette nuit, donc elle n'est pas là. Donc, son travail de chef d'entreprise s'en trouve bouleversé. Ils sont 5 dans l'entreprise, l'assistante n'est pas là. T'imagines bien qu'il va pas pouvoir faire sa journée comme il l'avait anticipé. Et comme je le briefe un peu sur l'agilité, effectivement, il m'a envoyé un message en me disant je vais mettre un peu d'agilité dans mon organisation, c'est-à-dire que je vais revoir toutes mes priorités de la journée. Ça c'est quelque chose qui est pareil. La notion de valeur dans l'agilité, elle est extrêmement importante. C'est la notion et moi ce que j'aime bien faire bosser à n'importe qui au final, c'est prioriser par la valeur. Avant de prioriser par la valeur, déjà faut imaginer qu'est-ce que ça veut dire la valeur. Mais effectivement, on se met très très vite, mais tous la pression sous 3 tonnes de choses à faire, etc. Et en fait, quand vous commencez à vous poser la question de qu'est-ce que chacune de mes actions va m'apporter ou apporte à mon client ou à mon équipe ou à mon collègue, etc. comme valeur, et effectivement, est-ce que c'est ça qui doit être en priorité? Vous mettez beaucoup moins la pression. Oui, en fait. C'est une excellente question à se poser très clairement parce que comme tu dis, on va se mettre la rate au courbouillon en se faisant une to-do list de 25 ou 30 tâches. Et en fait, ça se trouve, il y en a qu'une ou 2 qui ont vraiment, comme tu dis, qui apportent de la valeur, qui sont vraiment importantes dans notre rôle, dans notre métier. Et on va peut-être préférer, comme je dis souvent, changer la police ou ranger tel document ou ranger notre dossier téléchargement plutôt que d'aller peut-être demander comment ça va à un tel de son équipe qu'on a vu qui était pas bien ce matin. Qu'est-ce qui est le plus important? J'ai croisé quelqu'un le matin qui était pas bien, où j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose, ou les 32 mails que j'ai de retard et qu'il faut absolument que je traite. Et ces questions-là, faut se les poser hyper souvent en fait. Et en fait, quand j'ai toujours un exemple, mon compagnon qui
connaît rien à tout ça, il vient pas du monde informatique. Et il y a plein de choses qui ont évolué depuis qu'on se côtoie parce que il se met beaucoup moins la pression, effectivement. Typiquement, on a acheté une maison, on a des travaux à faire. Avant, c'était la panique. Tous les vendredis soirs, c'était par quoi je commence. Et de toute façon, on n'y arrivera jamais, on fera jamais tout. Et à chaque fois, je dis non, mais c'est quoi ta priorité du week-end? Et à partir de ce moment-là, quand on se dit voilà, j'ai défini ma priorité pour la journée, pour la semaine, pour le mois, on est beaucoup plus détendu. Ah ouais, des fois, on a plusieurs priorités à gérer. C'est pas simple. Mais encore une fois, c'est à chaque étape. Il y a aussi ça, l'agilité. Ces notions de sprint de X semaines. Alors souvent, c'est 2-3 semaines. Elles ont aussi ce pouvoir-là de se dire, on est satisfait d'avoir livré quelque chose. Quand on n'a jamais de date butoir, on n'a pas non plus cette satisfaction de faire, on va pas prioriser. Quand on a une date butoir comme ça, où on se dit, bah voilà, toutes les 3 semaines, en début de mon cycle de 3 semaines, je définis tout ce l'équipe définit collectivement ce qu'elle est capable de livrer. Et au bout des 3 semaines, au bout d'un moment aussi, c'est un apprentissage, mais on arrive à réellement toujours tenir ce rythme-là. Et on va livrer quelque chose. Et on va livrer quelque chose à nos utilisateurs. Donc, ils vont être contents. On va avoir de la satisfaction de nos clients. Je parlais de satisfaction client. Et cet apprentissage-là, il fonctionne parce qu'on a appris à découper nos gros sujets en plus petits, à se dire, voilà, on veut livrer une très grosse fonctionnalité, mais peut-être que si on livre déjà 50% de cette fonctionnalité, mes clients vont être contents. On cherche pas à tout finir tout le temps, et en tout cas à pas finir des gros projets d'un seul coup. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça va dans le côté livraison client, mais c'est valable pour tout en fait. Des fois, on va se mettre la pression en se disant oh là là, faut que je mette ça en place pour mes équipes, faut que je te dis n'importe quoi, que je crée un nouveau style de réunion ou que par exemple je mette en place mes entretiens en tête à tête et tout. Et on se fait une montagne de ça parce qu'on se dit je dois faire ça. Mais en fait, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit réglé à 100% ou fini à 100% avant de faire la première action. Et comme tu dis, si on se fixe un objectif, qu'on les découpe en petites actions, on a au moins ce côté fierté d'avoir fait un premier pas, d'avoir, comme tu dis, livré quelque chose ou accompli quelque chose. Et en plus, ces sprints de quelques semaines, on peut aussi se l'appliquer dans notre quotidien parce que, comme tu dis, on a souvent plusieurs priorités à gérer. Et en fait, ce mode de fonctionnement-là permet aussi de gérer plusieurs priorités dans une même année, dans un même mois, en se fixant un timing pour le réaliser. Souvent, au début des années, en se disant, cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais me former. Cette année, les fameuses résolutions. Voilà, je vais réorganiser mon service. Cette année, je vais remettre à jour les fiches de poste. J'en sais rien. Les fameuses résolutions que, en fait, déjà, fin janvier, on a fini. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant de prendre son année, de la découper et à se dire, OK, le premier trimestre, le premier mois, je bosse sur ça et je fais tout pour que ça soit fini à cet instant T. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième. Exact. Et comme tu dis, au moins, on a la satisfaction d'avoir fini quelque chose. Et en plus, ça nous permet de gérer plusieurs sujets parce que c'est organisé, c'est planifié, c'est priorisé. Et on a livré de la valeur. On n'a pas livré toute la valeur. Et l'autre avantage, nous, qu'on explique dans l'agilité, c'est que vous voulez développer un nouveau logiciel. OK, très bien. Si vous attendez 18 mois pour le livrer, de toute façon, vous n'êtes jamais content. Parce qu'au cours des 18 mois, il y a plein de choses qui ont changé dans votre tête, sur le marché, etc. Alors que si vous commencez à livrer des petits morceaux, déjà, vous pouvez récolter des retours des utilisateurs pour savoir s'ils sont contents. Et des fois, vous pouvez gagner de l'argent parce que ça se trouve, à un moment donné, dans votre projet, vous allez vous dire, j'ai livré 70% de ce que je pensais faire et en fait, les gens sont très contents. Donc pourquoi j'irai bosser sur les 30% suivants? Donc effectivement, au début, on se fait des plans sur tout ce qu'on a à faire et on imagine tout ce qu'on doit réaliser et des fois, en fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Ouais. C'est vachement gratifiant aussi d'être capable de se dire, en fait, c'est bon, c'est OK comme ça et j'ai pas besoin de faire plus. Ça rejoint la fameuse loi de Pareto, c'est les fameux 80-20, c'est que les 80 premiers pourcents, on n'y passe pas forcément beaucoup de temps et les 20 derniers pourcents, on essaye de fignoler. Des fois, c'est là où on va consommer le plus d'efforts, de bande passante, d'énergie. Et qui change pas le résultat final. Aussi. Et qui change pas forcément le résultat. Donc, c'est aussi cette capacité de se dire, j'ai livré suffisamment de valeur. Il y a 2 autres points auxquels je pense qui sont hyper importants dans l'agilité. Alors, il y en a un extrêmement important, c'est la notion d'amélioration continue. Dans le manifeste agile, on nous dit qu'à intervalles réguliers, en fait, l'équipe doit réfléchir aux moyens de devenir plus efficace et règle et modifie son comportement en conséquence. Le manifeste agile, il me dit juste ça. Il m'explique pas comment je me débrouille à le faire.
Et cette notion d'amélioration continue, elle est hyper importante. Et nous, dans Scrum, comment ça se matérialise? C'est à la fin des 3 semaines, on a un événement qui s'appelle la rétrospective, où en fait, on prend un certain temps avec toute l'équipe et on regarde on regarde vraiment notre manière de fonctionner. Et on se dit, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, et quelle micro-action je peux mettre en place pour faire mieux la prochaine fois. En fait, on est toujours dans le rush. Il y a cette notion d'amélioration continue. Quand vous regardez Toyota, c'est au cœur de leur système. C'est ça qui font qu'ils sont toujours dans les meilleurs mondiaux depuis tellement longtemps que il y a des fois on se dit mais pourquoi personne ne regarde comment ils font, et ils sont dans l'amélioration continue, mais alors eux c'est vraiment continu en permanence, c'est-à-dire dès qu'ils détectent un problème, ils sont capables d'arrêter une chaîne de production tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, et c'est ça qui fait qu'ils ont un pourcentage de défauts hyper faible, etc. C'est vraiment améliorer sans cesse. Et on l'a pas assez je trouve dans notre manière de fonctionner. On est très faut être parfait tout de suite. On ne l'est pas, faut pas se leurrer. J'ai essayé pendant des années, ça n'a pas marché. Moi aussi. Mais voilà, on se pense qu'on est et pas. Et on saura pas à 80 ans non plus, hein. Mais non. Voilà. Non, mais non, c'est fichu, quoi. Mais cette notion de se dire amélioration continue, ça peut être individuel, ça peut être avec son équipe. C'est un manager qui va tenter un nouveau système de réunion. C'est pas parce que ça marche pas bien la première fois qu'il faut abandonner tout de suite. Faut essayer de récolter, là encore une fois, un peu de feedback des gens avec qui on a fait la réunion pour voir ce qui a marché, moins bien marché. Est-ce que c'est la fréquence qui va pas? Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est les thèmes? Est-ce que c'est le manque de préparation? Est-ce qu'il n'y a pas d'ordre du jour? J'ai un cheval de bataille en ce moment avec les réunions qui est assez énorme. Je trouve qu'on a un tel gaspillage avec les réunions, et on peut vraiment s'améliorer seul en fait là-dessus. Il faut, par contre, ouais, c'est ça. Il faut se poser et regarder, ne serait-ce que la tête de nos réunions, et se dire est-ce que vraiment on est en train d'apporter de la valeur à nos clients à travers ces réunions-là, quoi. La question qui tue, ça, je pense. Parce que on sait que la réunionnite, c'est compliqué en France, hein. Et effectivement, il y a des fois des réunions qui sont organisées, mais qui n'apportent pas comme tu dis. En fait, ce cap de vouloir apporter la valeur est hyper important parce que ça peut guider vraiment toutes nos actions au quotidien. Ouais. Quelle est la valeur? Et encore une fois, c'est définir ce que c'est la valeur. Ça peut être la valeur pour un client, ça peut être la valeur pour l'équipe, ça peut être la valeur pour soi aussi, hein. La valeur pour l'entreprise aussi. Enfin, il y a plein de manières d'aller la définir, mais en tout cas, elle guide vraiment notre priorisation, notre manière d'organiser nos meetings. Depuis quelques mois, j'ai une passion pour l'agilité, mais j'en ai une autre qui est en train de commencer à grandir sérieusement sur le Lean. Et dans le Lean, il parle de gaspillage. Ouais. Et je suis à la traque au gaspillage en ce moment. Et quand je commence à coacher une nouvelle équipe, une des premières actions que j'ai maintenant, c'est OK, on va faire la liste de vos réunions. Et oui. Ils sont effarés eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte. Alors, je fais pas que la liste, hein. Je les pousse loin en leur disant. Quel est l'objectif de cette réunion? Est-ce que toutes les personnes qui participent là sont-elles vraiment utiles? Et pourquoi il n'y a jamais d'ordre du jour à vos réunions? Il n'y a pas de préparation pour que ça soit plus efficace? Et toutes ces questions-là, elles font effectivement un peu mal. Mais moi, j'ai une Scrum Master à qui j'ai fait réduire son planning de 50% en termes de réunions, quoi. Ah ouais, mais parce elle était invitée, elle y allait juste par on m'invite, donc j'y vais. Et juste par ce sentiment d'obligation, si je dois y être. Non. En fait, non. Déjà, des réunions informatives peuvent être réglées autrement. Pas forcément prendre 1 heure, 2 heures. Peuvent prendre que 15 minutes, voire même ne pas faire preuve de réunion du tout. Et souvent, en tant que manager, faut qu'on se pose la question de est-ce que cette réunion, j'ai une action de décision à y mener? Si ma présence n'est pas pour un acte de décision, eh bien, je peux déléguer ma représentation à quelqu'un d'autre ou m'en enlever complètement, avoir juste le compte rendu. Enfin, peu importe, mais il y a plein de moyens de s'enlever, de gagner du temps, du moins, en s'enlevant des réunions parfois inutiles auxquelles on assiste pour rien, quoi. Je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est quoi l'ordre du jour de cette réunion? Pourquoi j'y vais, en fait? Ouais. Et on prend pas le temps de réfléchir parce que ça fait partie de notre agenda, c'est marqué, on est invité et on se pose pas forcément la question. T'avais un 3e principe que tu voulais évoquer. Oui. Il y a la transparence, en fait, en agilité qui aide beaucoup. C'est ça qui nous fait gagner du temps, au final. Alors, c'est parfois difficile. On a beaucoup de management visuel, en fait, dans l'informatique et quand on met en place de l'agilité.
On a des tableaux effectivement où tout le monde sait sur quoi on est en train de bosser et tout est tracé. Alors c'est pas tracé pour faire du reporting, encore une fois, c'est parce qu'on a des mesures derrière. On essaye de s'améliorer sur le nombre de choses qu'on traite sur nos sprints, etc. Et puis c'est aussi partager de la connaissance, partager de l'apprentissage, permettre de lever la main en disant là je suis bloqué ou ce sujet est bloqué, je vais en parler avec mon product owner. Parce que mon product owner a peut-être des solutions lui en allant discuter avec d'autres personnes. Donc cette transparence, elle est vraiment cruciale et essentielle. Alors ça se fait nous à travers du management visuel. L'avantage du management visuel, c'est que ça rend les choses explicites au final. Et moi, je me rends beaucoup compte qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui parce que les choses sont pas explicitées. Mais il y a des trucs, c'est tout bête, hein. C'est du vocabulaire. Tout le monde se comprend pas sur typiquement la notion de valeur. Hein. Si tu fais de la priorisation par la valeur avec ton voisin de bureau, mais que vous êtes pas d'accord sur la valeur, vous allez mal prioriser. Oui. Vous allez pas être d'accord sur votre priorisation. Alors que si vous vous mettez d'accord sur cette notion de valeur, la priorisation, elle sera beaucoup plus simple en fait. Ah ouais, tout à fait. Donc la transparence, ouais, c'est pas anodin dans l'agilité. C'est ça fait gagner tellement de temps au final. Je trouve c'est vraiment ce côté, on sait où sont les problèmes, on sait, on peut s'entraider par rapport à ça. Il y a la transparence. Alors nous, la transparence, ça s'applique aussi vis-à-vis des clients. Il y a un autre événement dans Scrum qu'on appelle la revue. C'est en fin de nos itérations de 3 semaines. L'idée, c'est de montrer ce qu'on a fait. Alors, aux clients, aux représentants des clients, aux utilisateurs, là, c'est variable en fonction des typologies de projets qu'on a. Mais le but du jeu, c'est de leur dire, voilà ce qu'on a fait pendant les 3 dernières semaines et collecter des retours le plus vite possible. Plutôt que faire ça en catimini, livrer et dire, on verra bien si ça leur plaît ou pas. Sauf que si aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, si vous ne bossez pas sur votre satisfaction client, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, c'est dans votre tête, hein, que c'est le meilleur produit du monde. Il y a plein de meilleurs produits du monde qui ont échoué et des produits qui étaient moins bons qui sont numéro 1 aujourd'hui. Et tu vois, tu parles aussi vis-à-vis des clients, mais je pense que c'est valable aussi pour le reste de l'entreprise, les autres services. Souvent, le manque de transparence entre services peut amener aussi pas mal de friction, on va dire, de frustration, puisqu'il y a toujours des services qui ont l'impression qu'il y en a un qui bosse moins, qui se la glandouille, parce que ils envoient 46 000 demandes, mais c'est jamais répondu, etc. Et en fait, cette notion de montrer le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fournis, le temps que ça nous a pris, enfin plein de données qu'on pourrait transmettre de façon transparente, ça permet aussi de montrer aux autres, à la fois à l'extérieur à nos clients, mais aussi en interne, ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans notre équipe, et ça permet aussi, je pense, d'atténuer pas mal de choses par rapport à ça. J'aime bien dire que en tant que manager, nos collaborateurs sont nos clients et notre équipe a aussi des clients et des fournisseurs, et donc les autres services de l'entreprise sont aussi nos clients. Et on doit en fait travailler tous ces éléments-là, et c'est notamment le rôle du manager pour qu'il y ait une satisfaction client entre guillemets maximale, que ça soit en interne avec ses collaborateurs, avec les autres services, mais aussi en externe. Nous, on le voit dans les grosses organisations dans lesquelles on intervient, c'est que tu peux, si tu fais de l'agilité localement, ça va pas fonctionner parce que tu vas continuer à défendre ta valeur à toi. Donc, si t'es pas transparent avec les autres, si tu te coordonnes pas comme il faut, nous, on a beaucoup de sujets autour de la gestion des dépendances. Tu peux, toi, t'avances, tu fais tes sprints de 3 semaines et puis t'as besoin de l'équipe d'à côté, tu les as pas prévenus. Et ouais. Tu peux râler autant que tu veux, que tu seras pas prêt, hein. C'est-à-dire que c'est ta faute, en fait. Si t'as pas, c'est ta dépendance, donc c'est à toi de la gérer. Et donc, c'est effectivement cette notion de transparence, elle est extrêmement importante avec les équipes à côté, clairement. J'avais une question suivante, mais du coup, tu l'as un peu abordée là. C'était peut-être les erreurs à éviter ou les erreurs que tu as pu constater quand les gens se disent « Oh, mais c'est trop bien ce que me raconte Céline. Moi, demain, j'ai envie d'être manager agile, je veux mettre de l'agilité dans mon équipe. » Quels sont les écueils qu'il faut éviter au début, si tu en as quelques-unes? Il y a plein d'entreprises qui se disent agiles aujourd'hui qui ne le sont pas vraiment, tu aurais compris. Et je pense qu'il y a 2 phrases qu'on entend nous régulièrement qui nous font vraiment sourire et tout de suite on a notre radar à non-agilité qui apparaît. C'est quand on nous dit c'est bon, maintenant on est agile, on va livrer plus vite. Non. Il y a même des fois, tu vas livrer plus lentement. Par contre, tu es censé livrer une meilleure qualité, tu es censé livrer avec quelque chose qui sera plus proche des besoins de l'utilisateur parce que tu es dans cette notion de satisfaction client, donc tu vas essayer de comprendre comment marche l'utilisateur.
Et clairement, on nous dit effectivement dans le manifeste, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, le manifeste dit satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement. Mais ça veut dire quoi rapidement pour vous en fait? Tout le monde ne s'appelle pas Facebook, Amazon, Google, il n'a pas besoin d'avoir de la mise à jour quotidienne. Ça veut dire quoi rapidement dans mon contexte? Est-ce que je dois vraiment me précipiter en livrant de la valeur? Non, en fait, j'ai des équipes, elles vont livrer une dizaine de fois par an et ça va suffire, voire moins. Mais parce que, voilà, dans leur contexte, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant où il y avait une livraison tous les 2 ans, en fait. Donc, ne pas se précipiter, ne pas vouloir aller trop vite et du coup se mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. L'agilité, c'est pas de la vitesse. L'agilité, elle est pas du tout dans ce sens-là. Et l'autre phrase qu'on entend très souvent, c'est bon, vous êtes agile, on va vous adapter. C'est le truc le plus bateau des managers qui, en fait, c'est le truc qu'on dit à chaque fois qu'il y a une nouvelle priorité qui débarque, qui est pas toujours très justifiée. Mais voilà, comme on est agile, on peut s'adapter. Oui, pas de souci. Par contre, on va pareil dans le manifeste agile, on te dit que tu exploites le changement parce que ça va te donner un avantage compétitif. Et mais par rapport à ton client, quoi. On te dit pas de faire n'importe quoi. En fait, tu changes pas de priorité tous les 4 matins. Et alors nous, avec nos sprints, nos histoires d'itération, souvent, on essaye de défendre le cadre des 3 semaines en disant, non, tu débarques, on est en plein sprint, on a pris un engagement, on va terminer ce qu'on fait. Et l'avantage d'être en sprint aussi, c'est que les nouvelles priorités qui sont importantes, tu peux les prendre en charge 3 semaines plus tard. Donc c'est pas non plus. C'est pas dans 10 ans et si ça se trouve 3 semaines après, elles seront plus du tout prioritaires puisque le vent aura tourné. Il y en a d'autres qui seront arrivés entre temps. Mais c'est l'avantage aussi de l'agilité, c'est cette notion de s'adapter au changement. Elle est extrêmement intéressante, mais elle est pas là pour faire n'importe quoi. C'est on s'adapte au changement parce qu'on a un avantage compétitif à le faire, parce que ça a plus de valeur que ce qu'on avait prévu initialement. Donc oui, super. Tu débarques avec une nouvelle fonctionnalité, cher grand dirigeant. On en discute, on voit quelle est la valeur, et par contre c'est ok, qu'est-ce qu'on dépriorise aussi, parce qu'on va pas pouvoir tout faire. Et oui, j'entends, l'idée est excellente, pas de problème. Je la note. Et des fois, il y a des fois, oui, on en reparle dans 3 semaines et elle a été oubliée parce que c'était la bibi du moment. Ouais, c'est ça. Ok. Donc et ce côté, être un peu bourrin parce que vous êtes agile, vous êtes capable de vous adapter. Si vous pouviez éviter. C'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut prendre l'agilité non plus. C'est pas. On détourne pas la réalité, quoi. C'est pas le monde bourrin mais cette manière de faire, de toute façon, elle fonctionnait pas avant déjà. Par contre, tenter de le faire passer sous couvert d'agilité, non. Est-ce que l'agilité t'a aidé dans ta vie perso? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Hyper souvent. Ouais, vas-y. Priorisation par la valeur. Ouais. Quand tu fais des travaux chez toi, t'aimerais tout faire, tu bosses que le week-end pour ta maison, t'es obligé de prioriser et de te dire mais qu'est-ce qui est vraiment important, etc. Accepter le changement, tout le temps au final, tu as des changements de plan pour plein de raisons. T'avais prévu un dîner, ça tombe à l'eau. Comment tu t'organises différemment? Et tu prends vachement plus de recul par rapport à tout ce qui est changement, bouleversement qui arrive. Tu le prends beaucoup mieux en fait. Et moi, alors après, il y a tellement d'outils que j'ai appris à travers l'agilité. J'ai organisé les vacances. Alors, mon fils avait 7-8 ans à l'époque. On part tous les deux, et vraiment que tous les deux 3 semaines en Thaïlande. Et je lui ai fait du management visuel pour qu'il prépare sa valise tout seul. Ok. Et on a priorisé ce qu'il voulait emmener dans sa valise. Et ensuite, il avait un tableau, management visuel. Qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois le chercher quelque part? Génial. Et est-ce que ça a été mis dans la valise? C'est génial. Et à 8 ans, il a fait sa valise tout seul. Alors, on a préparé la liste de ce qu'il devait embarquer, mais c'est lui qui l'a fait tout seul. Ah, c'est génial. J'adore. Ah, mon fils, c'est ton cobaye. C'est un peu mon cobaye. Il est venu sur alors nous, dans notre domaine, on a pas mal de ce qu'on appelle des meet-up, c'est des réunions le midi, le soir. À l'époque, j'étais en garde alternée et j'étais toute seule avec lui. Je voulais aller à mes meet-up, il venait avec moi. Et il a appris plein de trucs et mes collègues étaient habitués à le voir, donc ils savaient qu'il venait. Et là maintenant il est ado, mon fils. Il est rentré au lycée cette année. Il a pas été dans le lycée où il voulait. Et on savait que c'était un risque.
Mais en fait, je l'ai anticipé. On a bossé sur ses motivations pour voir pourquoi ses motivations étaient impactées par rapport à ce changement et qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que ses motivations remontent si jamais la situation arrivait, parce que de toute façon, elle allait arriver. Ça, c'est des outils super intéressants pour des managers, bosser sur les motivations. Ouais, ok. Non, genre, j'ai de l'agilité constamment. Ouais, ok. Ouais, mais parce que encore une fois, comme c'est l'état d'esprit, au bout d'un moment, le gaspillage. Alors, c'est pas que du gaspillage alimentaire, mais je vais éviter de gaspiller mon temps sur des sujets qui me plaisent pas. Je vais définir ma vision sur ce que j'ai vraiment envie pour prendre les bonnes décisions sur ma priorisation. C'est quoi la valeur à un instant T dans la famille pour prioriser les travaux, etc., etc. Et ça s'applique sans arrêt, quoi. Hyper intéressant ce que tu dis. En tout cas, moi, je retiens ton tableau visuel pour faire la valise. Je trouve ça incroyable. Mais même pour un adulte. Ah oui, oui, mais c'est pour ça. Sa valise à l'arrache. Ouais. J'ai des amis qui ont organisé leur mariage en mettant en place de l'agilité comme ça, en priorisant vraiment toutes les actions. Et souvent, les mariages, les gens sont angoissés parce qu'ils ont pas fini, machin. Eux, de toute façon, ils avaient priorisé. Donc, tout ce qui avait de la valeur pour eux était fait depuis longtemps. Et les derniers trucs qui étaient pas faits, c'était ce qui avait moins de valeur. Donc, c'était pas grave. Ouais. Ah ouais, donc, on renonce beaucoup plus facilement comme ça. Franchement, j'adore. Alors, on arrive à la fin de cette interview. T'as donné plein de valeurs, t'as expliqué plein de choses. J'ai adoré la façon dont t'as vulgarisé les choses. Nous, en fait, on s'est connus sur LinkedIn. On avait fait un challenge ensemble sur LinkedIn. Oui. Et tu as intégré Manager 360 sur la session de mars 2024. Oui. J'ai encore une ou deux questions à te poser, mais je suis curieuse avec le recul, puisque la session s'est terminée en juillet. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter pour toi, Manager 360, dans ton quotidien? J'ai le droit de dire que je suis pas manageuse. T'as le droit de dire... Après, t'accompagnes d'autres entreprises et d'autres managers, c'est pour ça que tu l'avais fait aussi. Je vais expliquer pourquoi. Voilà, exactement. Voilà. La formation, moi, je l'avais suivie parce que indirectement, dans mes missions de coaching, en fait, je me retrouve à passer beaucoup de temps avec les managers et que je vois bien qu'il y en a de plus en plus qui sont un peu perdus dans leur rôle aussi, etc. Et en fait, je voulais mieux les comprendre pour pouvoir mieux les aider. Et pour moi, le pari était complètement réussi parce que j'avais déjà ma boîte à outils bien fournie, mais en fait, il y a tout un tas d'autres choses sur lesquelles j'avais jamais travaillé, qui m'ont vraiment intéressée. Donc, j'ai alimenté ma boîte à outils et j'ai vraiment confirmé. J'ai aussi confirmé l'intérêt que certains outils que j'avais déjà, l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour des managers en fait, où j'avais pas forcément visualisé le truc comme ça. Typiquement, l'outil dont je parlais sur la motivation, c'est quelque chose que j'utilise avec les équipes, mais au final, c'est quelque chose que je transmets maintenant aux managers pour qu'eux-mêmes puissent le bosser avec les équipes au final. Et il y a des outils que je connaissais parce qu'ils sont hyper diffusés dans l'agilité, et il y en a d'autres, je les avais pas en main, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement cadré. Et j'ai aussi pu voir, parce que mes petites collègues à moi étaient toutes manageuses, j'ai vraiment vu l'impact que ça avait, et c'était extrêmement intéressant aussi de se rendre compte à quel point moi j'ai cette chance finalement de pouvoir prendre beaucoup de recul dans mon job. Je suis pas les mains dans le coin, je suis pas les mains dans la production quotidienne. J'aide les autres, et en fait le fait d'aider les autres, ça nous fait prendre de la hauteur qui est super intéressante. Et j'ai encore pu voir à travers la formation à quel point les managers sont sous l'eau. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons des fois, parce que il y a aussi plein de fois où je me rends compte qu'ils sont sous l'eau parce qu'ils prennent pas ce petit temps de temps à autre pour se dire je m'extracte de mon quotidien pour me dire qu'est-ce qui va pas en fait, quoi. Pourquoi je suis toujours en réunion, pourquoi j'arrive pas à faire mon quotidien, pourquoi en tant que manager je passe plus de temps effectivement à faire du reporting que être avec mes équipes, et ça m'a encore plus démontré, parce que je l'ai vu avec les autres personnes avec lesquelles j'étais, qu'il y avait une vraie difficulté là-dessus aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on fait pas ce temps de prise de recul. C'est vrai que c'est un peu ce que j'amène aussi dans Manager 360. C'est un peu une bulle où on va analyser ce qui se passe dans notre équipe, mais aussi chez nous. Parce qu'en fait, c'est ça, la première source de problème, généralement, c'est nous. Et effectivement, ça permet de débloquer pas mal de situations par rapport à ça. Non, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, des outils comme le disque que je connaissais, évidemment, mais appliqué sur le côté relation manager-manager, et c'est une source de progrès pour le manager qui sont vraiment énormes.
Bah, merci beaucoup, ouais, parce que c'est vrai que nous, on s'était rencontrés comme ça, du coup. Et, bah, c'est au fur et à mesure des discussions dans Manager 360 que je t'ai dit, non, mais toi, il faut que tu viennes dans mon podcast parler agilité et de ta spécialité. Avant de finir le podcast, est-ce que tu as une ressource, un podcast, un livre, une vidéo, un film, peu importe, qui t'a marqué et que tu conseilles absolument à tout le monde? C'est pas forcément en lien avec l'agilité, mais que voilà, tu sais que ce bouquin, ce podcast, ce truc, à chaque fois que tu croises quelqu'un, c'est non, mais il faut que t'écoutes ça. Alors, j'ai pas le temps d'écouter des podcasts. Je regarde quasiment plus de vidéos. Par contre, je lis énormément. Mais en fait, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'agilité. Le truc dont je vais parler, ça va être bizarre, tu vas voir. Vas-y. Mais tu vas voir. En fait, j'ai un lien avec l'agilité au final. C'est ça qui est dingue. Et le truc qui m'a scotché quand j'avais 16-17 ans, où je pense que j'ai lu les 3 tomes du bouquin en moins d'un mois, c'est Le Seigneur des Anneaux. Je suis tombée amoureuse du Seigneur des Anneaux. Alors, je m'attendais à tout, mais pas tu vois. Je peux être encore surprenante. Et sauf qu'à un moment donné, en fait, ça explique plein de choses. Pourquoi j'ai aimé ce bouquin-là. Quand tu regardes un peu dans le rétro après derrière, c'est qu'il y a un entretien pro. On m'a posé cette question à un moment donné. Et on m'a demandé de parler d'un livre. Et la personne m'avait effectivement dit, mais quel est le lien avec l'agilité? Et j'ai trouvé ça assez génial parce que je me suis rendu compte à quel point, en final, dans le bouquin, ils ont une notion, ils ont des visions partagées. Ils partent tous pour la même mission. Ils ont des valeurs communes extrêmement fortes. Ils ont une acceptation du changement. Bon, pas forcément, ça n'arrête pas. Mais ils se démotivent jamais. Ils vont trouver des solutions, en fait. Ils ont une confiance les uns avec les autres qui est juste un dingue. Le soutien est là. Et je crois que j'avais conclu en leur disant Tolkien aurait pu écrire le Manifeste Agile au final, quoi. Ah, j'adore. Il y avait les éléments, en fait. Les éléments, ils étaient déjà là. Donc, le Manifeste Agile en soi, il a rien inventé, quoi. Il a rien inventé. Il pose juste sur le papier une meilleure manière de fonctionner ensemble. Moi, je l'ai vécu en tant que product owner pendant 3 ans dans une équipe, mais on s'est éclaté, quoi. Et pourtant, on bossait dur. Hein. Mais il y avait un groupe soudé qui faisait que ça marchait super bien, quoi. Alors, si ça se trouve, le post LinkedIn qui mettra en avant notre épisode de podcast sera peut-être un carrousel Seigneur des Anneaux. Vas-y, c'est une très bonne idée. Ça marche bien en plus pour les clics, le carrousel. Voilà. Le carrousel, le Seigneur des Anneaux. Je vais piquer l'idée parce que je la trouve géniale. Vas-y. Je la trouve géniale. Mais honnêtement, hein, t'as plein de... Bah, après, là, beaucoup d'histoires ou d'épopées de ce genre, que ça soit en livre ou en film, sont souvent basées sur des principes universels. Et effectivement, tu as raison. Il y a beaucoup de ces aspects-là derrière et il y a cette espèce de communauté qui s'est créée dans Le Seigneur des Anneaux, dans le livre, qui fait que les gens sont soudés entre eux et avancent, comme tu dis, vers un objectif commun et tout. Donc, j'adore le parallèle que tu as fait. J'avais adoré, mais j'avais adoré. Et en fait, je pense que j'avais adoré parce que au final, je me rends compte avec le recul que c'est dans des environnements comme ça que j'aime bosser. On a des valeurs communes, on avance ensemble, on a une vision qui est partagée, on a envie de grandir aussi ensemble, quoi. Et du coup, comme Céline, là, mais tu m'as donné une idée, c'est trop cool. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur l'agilité, parce que je sais que tu es un petit peu active sur LinkedIn, tu fais des conférences sur l'agilité, c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de venir sur le podcast, parce que je sais que tu es très à l'aise pour parler de ce sujet-là et tu en es à plusieurs conférences là-dessus. Pour celles qui veulent te suivre sur les réseaux, suivre ton actu ou en savoir un peu plus là-dessus, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai les liens, bien évidemment, dans la description. Parce que mon nom étant compliqué. En fait, en disant ça, je me suis dit, oula, vous inquiétez pas, il y aura le lien du profil LinkedIn dans la description. Effectivement, je suis sur LinkedIn. Il faut aussi, alors il y a aussi, en fait, aujourd'hui j'écris pas pour moi, mais j'écris pour ma société. Donc il y a le blog de ma société où j'ai mettrai le lien aussi. Parce que j'adore y parler agilité et puis effectivement, je suis en train d'y associer le lean en ce moment. Et puis honnêtement, j'essaye justement. Il y a des articles que j'ai fait où je me dis ça pourrait fonctionner pour tout le monde en fait. Typiquement, j'ai fait 2 articles sur la motivation avec mon ado. Ok. Oui, donc. Mon fils, je lui disais, je prends des photos parce que je crois que je vais faire un article. Il me fait, oui, je veux pas qu'on voit mon visage, pas de problème. Montre juste tes mains, ça sera très bien.
Et effectivement, les conférences. Alors après, c'est des conférences beaucoup orientées sur l'agilité, mais mine de rien, les conférences sur l'agilité, j'ai déjà vu. J'ai amené mon compagnon déjà. Il avait trouvé ça extrêmement enrichissant. Sur le programme, faut se faire un peu guider, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus techniques que d'autres. On a un copain qui fait de l'agilité, qui est beaucoup lié à l'éducation nationale. Il aime beaucoup aider les institutrices, les professeurs, les institutrices et instituteurs, les professeurs. Et donc il en fait venir des fois sur des événements aussi. Donc c'est vraiment ouvert. Faut aller regarder le programme. Faut pas s'arrêter qu'au programme et peut-être demander un petit peu quelques conseils. Mais moi, je sais que cette année, j'étais à Mix IT à Lyon. J'étais à Agile en Seine à Paris. Sur la fin de l'année, je vais être à Agile pour Rennes et à Agile Grenoble. Tous ces événements-là, ils sont enrichissants. Et on peut y trouver des trucs pour un peu tout le monde. Et qui peuvent s'adapter dans notre quotidien, peu importe l'entreprise dans laquelle on travaille, ou peu importe la taille de notre équipe ou le métier qu'on fait. Ok. Parfois, il y a des trucs techniques. Clairement, il faut passer à côté. Si on vous parle d'agilité à l'échelle, de choses comme ça. C'est pas la peine d'aller sur des trucs comme ça, mais il y a aussi plein de petits outils qui sont super intéressants. Ok, trop bien. Merci beaucoup Céline. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Ouais, pour moi aussi. J'espère que il y aura eu quelques petits déclics dans la tête des personnes qui nous écoutent. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci à tout le monde pour cette écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.